Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, relancer l'intégration sous-régionale en Afrique du Nord. C'est tout l'objet du mémorandum signé entre la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur et le bureau de la Commission économique pour l'Afrique en Afrique du Nord, accord qui vise à faciliter les échanges entre les deux organisations. Djibouti organise à partir de ce 3 décembre la conférence pour une Afrique prospère, événement sur les enjeux et les opportunités de la zone de libre-échange continentale, mais également sur les moyens de connecter les zones économiques africaines. Et la 12e édition de la Biennale africaine de la photographie a ouvert ses portes ce samedi 30 novembre à Bamako. Environ 85 artistes photographes y prennent part, une édition placée cette année sous le thème « Courant de conscience ». Mais tout d'abord, au Maroc, 17 personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus dans le nord du pays ce 1er décembre. L'autocar s'est retourné pour une raison encore inconnue près de la ville de Taza. 36 personnes ont également été blessées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Accident survenu le même jour qu'un autre drame routier en Tunisie dont nous vous parlions dans nos éditions de ce dimanche où au moins 26 personnes ont perdu la vie. En Gambie, 3 ans que le président Adama Barrow était à la tête du pays. Lui qui avait prévu de rendre le pouvoir au bout de ces 3 années entend désormais faire 2 années de plus, conforté par la Constitution qui garantit un mandat de 5 ans. Une donnée nouvelle dans un paysage politique déjà très fragmenté. Amenedi. Le président gambien Adama Barrow compte depuis ce 1er décembre 2019 3 années à la tête de la magistrature suprême. Une arrivée au pouvoir conclue par le biais des urnes après 22 ans de régime dictatorial sous le président Yahya Jammeh. Le peuple gambien, à la quête notamment de libertés individuelles, a sans doute choisi cet homme de 54 ans après qu'il leur ait promis entre autres le respect des droits humains. On peut parler d'un bilan honorable malgré les conflits d'intérêts émanant de la coalition politique qu'il a amené au pouvoir. Je pense qu'on a quand même un changement considérable de nos libertés individuelles en Gambie. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase de réconciliation nationale et le président Adama Barrow essaie d'unifier le pays. Le président Barrow avait initialement annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat de 3 ans jusqu'en janvier 2020. Il a ensuite déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son quinquennat en janvier 2021 contre l'avis de responsables du camp UDP, l'ayant soutenu pour son accession au pouvoir face à Yahya Jammeh. La tache noire, si vous voulez, c'est vraiment le conflit d'intérêts sur le plan politique qui empêche le président Adama Barrow de respecter ses promesses électorales. Le président Adama Barrow dit que finalement, il va aller au bout de son mandat constitutionnel de 5 ans. Malheureusement, il n'honorera pas sa promesse. Adama Barrow avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016 face à Yahya Jammeh. La Gambie fut plongée dans une grave crise politique depuis que le président Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle, une semaine après avoir pourtant félicité son adversaire pour sa victoire. Après des semaines de négociations avec la communauté internationale, l'homme de Kanilaï finit par rendre le tablier le 21 janvier 2017. En Algérie, le procès dit de l'argent sale devait s'ouvrir ce lundi, mais a été reporté au 4 décembre. Plus de 40 personnes vont être entendues. Parmi eux, plusieurs anciens ministres de l'Industrie et un ancien ministre des Travaux publics et des Transports, mais aussi 2 anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs affaires de corruption. Plusieurs anciens grands patrons défileront également à la barre. Les peines encourues pourraient aller au-delà des 20 ans d'emprisonnement. Et on reste en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui figure parmi les régions au monde les moins économiquement intégrées, avec un commerce intra-régional qui ne dépasse pas les 4% pour l'ensemble des échanges. C'est de ce constat que sont partis la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur et le bureau de la Commission économique pour l'Afrique en Afrique du Nord pour signer un mémorandum d'entente. Corinne Comsefem.
Les pays de l'Union du Maghreb disposent désormais d'un nouvel outil pour promouvoir leur développement économique et social inclusif et durable. Un accord a en effet été signé entre le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord, CEA, et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Il s'agit d'un cadre de partenariat pour la coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun pour la promotion de l'intégration régionale au Maghreb. Cet accord permettra de faciliter l'échange entre nos deux organisations de données macroéconomiques, financières et sociales, la réalisation conjointe d'études sectorielles et le diagnostic des économies des pays de l'UMA. Il permettra également de développer l'échange d'expertise et de savoir-faire pour une analyse plus détaillée de l'état des économies et des marchés des pays de l'UMA. Selon la CEA, le commerce intra-nord-africain reste très faible malgré le fort potentiel de complémentarité entre les économies d'Afrique du Nord, notamment la proximité géographique, les infrastructures, les similarités linguistiques et culturelles. En cause, l'instabilité politique et une coopération limitée entre ces États, mais aussi avec les pays des autres communautés économiques régionales du continent. Aujourd'hui, toute la région qui va de l'est du Sénégal jusqu'au Burkina Faso, puis qui va pratiquement jusqu'au Tchad, cette région, c'est vrai qu'elle est semi-désertique, mais d'un autre côté, l'élevage bovin est tout à fait possible. On pourrait avoir des ranchs plus impressionnants que ceux des États-Unis. L'Union du Maghreb entend tirer un meilleur profit de la zone de libre-échange continentale par le développement des chaînes de valeur régionales. Néanmoins, pour y arriver, prévient la CEA, il est nécessaire de relever et répondre aux défis liés aux besoins de facilitation du commerce, idéal pour réduire les coûts de transaction et éliminer les obstacles au commerce qui constituent des freins à l'intégration régionale en Afrique du Nord. Et intégration régionale toujours, les opportunités de la zone de libre-échange continentale en discussion à Djibouti à partir de ce 3 décembre. Djibouti qui organise la conférence pour une Afrique prospère. Il sera question des défis de la ZLECAf, mais également de la connexion à l'intérieur et entre les zones économiques africaines. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Diakotin. Les chambres de commerce des 8 pays de la Corne de l'Afrique veulent renforcer l'intégration à travers le commerce pour une prospérité partagée. Hormis Djibouti et l'Éthiopie qui ont des échanges commerciaux à hauteur de 90% selon des experts, la coopération commerciale entre les 6 autres pays de cette zone reste encore marginale. Le commerce intra-africain est de 12%. Nous souhaitions que dans l'avenir, le commerce intra-africain puisse devenir avec la zone de libre-échange continentale africaine beaucoup plus important, beaucoup plus surtout fluide pour le secteur privé et pour l'ensemble, je dirais, de la population africaine et que les Africains consomment africain pour que nous puissions surtout faire avancer la richesse et la prospérité de l'Afrique. Autrefois considérée comme l'une des zones les plus instables du continent en matière de conflits armés, la Corne de l'Afrique, composée de 8 pays, fait plus de 170 millions d'habitants. Et plusieurs experts restent optimistes sur la prospérité grâce à la stabilité. Il n'y a aujourd'hui, par exemple, aucun conflit ouvert entre les pays de la Corne de l'Afrique. Et donc tout cela nous permet de penser que nous entrons dans une nouvelle ère et que progressivement, cet espace qui a un potentiel immense de développement va véritablement devenir un pôle de stabilité. En rappel, la conférence pour une Afrique prospère se tient du 3 au 4 décembre 2019 à Djibouti. Occasion pour faire la promotion de la zone de libre-échange africaine dont l'Érythrée, un pays de la Corne de l'Afrique, reste le seul à ne pas encore ratifier. Le sauvetage de Kenya Airways se poursuit. Kenya Airways bientôt de retour dans le giron de l'État. Le plan de nationalisation de la compagnie aérienne très lourdement endetté a été validé par le Parlement. Le transporteur se transformera en holding et rachètera les parts des autres actionnaires comme Air France KLM. Zahra Mohamed-Moutio. Kenya Airways, face à sa nationalisation prochaine, cherche à conserver sa flexibilité et éviter les restrictions imposées par les différents gouvernements,
telles que des réglementations plus strictes en matière de passation de marché, une nouvelle stratégie de la compagnie kenyane, un impératif pour le transporteur déficitaire qui compte bien rester compétitif. Quand je vois les tâches, les objectifs fixés à notre concurrence autour de nous, aucun d'entre eux n'est répertorié, aucun d'entre eux ne paye de dividendes, aucun d'entre eux ne doit vraiment être sain financièrement. Ce qui leur est demandé est de gagner suffisamment d'argent afin de se subvenir eux-mêmes, sans l'intervention du gouvernement. Nous savons tous que la plupart des jeunes entreprises qui nous entourent sont fortement soutenues financièrement par leur gouvernement. Kenya Airways a été privatisée il y a plus de 20 ans, mais la compagnie s'est lourdement endettée, tandis qu'en face, des pays comme la Tanzanie et le Rwanda investissent massivement dans leur compagnie nationale, menaçant alors la part de marché de Kenya Airways. En tant que compagnie aérienne, nous avons besoin d'injecter des capitaux propres, nous avons besoin d'améliorer nos flux de trésorerie et nous avons besoin d'accroître notre part de marché. Par conséquent, si nous avions 450 millions de dollars, 350 millions, nous le ferions. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre précis. Les conditions de la nationalisation de la compagnie nationale et son intégration dans une holding publique avec l'aéroport international de Nairobi sont actuellement à l'étude au Parlement qui souhaiterait finaliser la transaction d'ici la fin de l'année. 25 ans pour la Biennale de la photographie africaine. Les rencontres de Bamako se sont ouvertes ce samedi 30 novembre en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Thème retenu cette année, courant de conscience, qui se veut être un pont entre l'Afrique et ses différentes diasporas. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Créée en 1994, la Biennale africaine de la photographie, communément appelée les rencontres de Bamako, célèbre ses 25 ans d'existence. La 12e édition se tient du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Ils sont 57 photographes et 9 collectifs qui exposent leurs œuvres, ainsi que 7 projets spéciaux qui seront présentés à ce rendez-vous international. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont à Bamako et qui sont venus nous soutenir dans ces moments difficiles aussi que le pays traverse, parce que pratiquement on a répondu 100% d'invités qui sont déjà là. Donc on peut dire excellent. Ça veut dire que le Mali est toujours une destination et Bamako est une ville choyée. C'est important les images. Les images de voyage, ça parle, ça reste. Donc vraiment, je pense que les photographes, c'est un métier noble. Donc Barack Obama, on a vu ses photos quand il est devenu président de la République, tout jeune au village, en culotte. Donc je pense que les images, ça reste et ça va très loin. Cette édition anniversaire des rencontres de Bamako est un programme riche en conférences d'artistes, performances et événements discursifs et programmes cinématographiques dont les autorités maliennes saluent l'initiative. Face à l'image, l'on est mu et ému. Sommet d'agir ou d'entrer dans une immédiate compassion. Face au récit de la violence nue, on ne peut jamais détourner le regard au motif que l'on ne parle pas la langue du photographe. D'emblée, l'obligation est faite de voir ce que l'on voit, de ne pas fuir les difficultés, de les assumer. Depuis sa création, la Biennale africaine de la photographie s'est imposée comme un principal événement international consacré à la photographie et à la vidéo africaine, où se côtoient jeunes et vieux du métier, sans oublier toute la diaspora africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.